À la base, je me suis dit, est-ce que on ferait pas un peu les surnoms des personnages, que ce soit de Aragorn à Gandalf. Il y a plein de gens dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui ont énormément de surnoms. Suivant les langues, en fait, traversées par ces personnages, on n'aura pas les mêmes noms qui leur sont attribués. Mais finalement, je vais m'arrêter sur le personnage d'Aragorn, mon personnage préféré, s'il en est, qui du coup est incarné dans les films par Viggo Mortensen. Et donc du coup, dans les livres, par contre, il y a une citation du Seigneur des Anneaux, donc du livre 6, chapitre 5, qui commence en ces termes: Hommes du Gondor, entendez maintenant l'intendant du royaume. Voyez, un homme est venu enfin revendiquer de nouveau la royauté. Voici Aragorn, fils d'Arathorn, chef des Dunédains de l'Arnor, capitaine de l'armée de l'Ouest, porteur de l'étoile du Nord, manieur de l'épée reforgée, victorieux au combat, lui dont les mains apportent la guérison, la pierre elfe et les sards de la lignée de Valandil, fils d'Isildur, fils d'Elendil, de Numénor. Là, ça vous donne un petit peu, j'ai envie de dire, le pédigré de la personne. Ouais, c'est un gros titre quand même. Hein. Voilà. Daenerys peut aller se Pas le rhabiller répéter à chaque fois que tu rentres direct. dans une salle. C'est ça. Et son nom même, de toute façon, son existence devait être cachée au départ. On va commencer par celui qui est le plus connu et en Aragorn. même temps celui qui est le plus sobre de tous ceux qu'on vient de citer. C'est celui de Grandpa, tout à fait. Ou lors de la première traduction, comme a beaucoup rigolé tout à l'heure Ben, l'arpenteur. C'est le nom que lui donnent les habitants de Bray. Alors, il semblerait que ce nom il soit donné par Aragorn sur ce que l'on appelle la partie occidentale de la Terre du Milieu. Donc, dans cette région-là, la région qui est donc nord-ouest, on appelle Aragorn Grand-Pas. Mais pourquoi? Eh bien, peut-être une réponse, un début de réponse, si ce n'est l'entièreté même, se trouve dans le livre 1, chapitre 9. Je vous le cite. Ses jambes étaient étendues, laissant voir de grandes bottes de cuir souples qui lui convenaient bien, mais qui avaient beaucoup d'usure et étaient à présent crottées de boue. Une lourde cape de toile vert foncé, salie par le voyage, l'enserrait de près, et, malgré la chaleur de la pièce, il portait un capuchon qui assombrissait son visage, mais on pouvait voir la lueur dans ses yeux, tandis qu'il observait les hobbits. Donc là, on voit à peu près la scène en question, c'est celle qui est retranscrite par Peter Jackson dans Le Bonnet Fringant. J'ai été très marqué quand j'ai lu le livre pour la première fois parce qu'il décrit exactement Ce qu'on voit à l'image. exactement cette scène où il est Oui. dans l'angle où on voit pas son visage et en fait il le dit clairement qu'à chaque fois qu'il tire sur sa pipe on voit en fait la lumière C'est de, dans de, les- de c'est l'ambre, vachement de bien l'ambre, tourné de- pour ça. Ah non, c'est dingue. de la braise dans les yeux du mec qui apparaît au fond de sa capuche. Enfin, c'est incroyable. Quand incroyable, j'y c'est repensais, j'étais là, incroyable. waouh, ils ont trop bien fait. Et du coup, sur la partie occidentale, on l'appelle ainsi. Il provient du fait que son action contre l'ennemi est cachée. Que vous ne connaissez pas, le nom de coureur, peut-être que rôdeur du Nord, ça vous dit quelque chose. Savez-vous pourquoi on appelle du coup Aragorn le chef des Dunédains? Bien parce qu'en fait, à la base, du coup, Dunédain vient du terme donc, du coup, Sindarin, le langage des elfes, qui veut dire Édain. Et donc, du coup, Édain, c'est homme, communément appelé homme. Et il considère que les Édains sont les 3 maisons humaines qui sont restées fidèles aux elfes et fidèles à la Terre du Milieu, lorsque dans le premier âge, à l'une des plus grandes batailles, une des 5 batailles rangées contre l'ennemi du premier âge qui est Morgoth, eh bien on a la bataille de Nirnaeth Arnoediad, autrement dit traduit par la bataille des larmes innombrables, où on a des maisons humaines qui ont trahi les maisons elfes et se sont retournées contre eux, donc se sont alliés à Morgoth dans le but de faire tomber les elfes et de gagner des territoires. Et donc, ces 3 maisons, la maison de Béor, la maison de Haleth et la maison de Hador, vont être récompensées pour ça à la fin de la guerre de la Grande Colère, à la fin du Premier Âge. Ces 3 grandes maisons, ces hommes, vont être bénis par les Valar. Du coup, on en a parlé un petit peu, considérés un peu comme les dieux de la Terre du Milieu. Ce sont eux qui ont créé la Terre du Milieu avec Eru. Et ils vont trouver refuge dans une petite île, l'île de Numénor, au large de la mer de Belfalas, et ils vont être dotés d'une incroyable grande vie. Ils vont vivre plusieurs vies d'hommes, en fait. Malheureusement, ces Numénoréens, comme on va les appeler maintenant, puisqu'ils habitent l'île de Numénor,
et on a peut-être emprisonné Morgoth, mais on a laissé quelqu'un dans Angband, dans vraiment les tréfonds de la forteresse. On l'a pas vu, on l'a pas trouvé. C'est bien entendu notre cher Sauron. Ok. Et donc Sauron, Ah, c'est ça, il a juste été oublié. il a été oublié, tout à fait. C'est comme ceci qu'il est précisé dans les contes et légendes inachevés. Et donc, à partir de là, Sauron va quand même essayer d'instiguer le désir de corrompre toute chose de la part de son maître, Morgoth. Il va décider notamment de prendre la forme d'un bel elfe ou d'un bel homme, tout dépendra de qui il veut séduire. Un bel elfe pour Celebrimbor pour les anneaux de pouvoir, qu'il demandera à forger. Mais en même temps, il va aller aussi à Numénor, où il va instiguer un petit peu un poison dans le discours des hommes et il va surtout corrompre les Numénoréens en essayant de les retourner contre les Valar. Autrement dit, de prendre les bateaux et d'aller en terre d'Aman, très loin dans les terres de l'Ouest, les terres immortelles. Seulement les Valar, ils ne l'entendent pas de cette oreille-là et donc pendant la traversée, ils vont créer un gigantesque raz-de-marée, ils vont faire effondrer l'île de Numénor qui va s'engloutir dans l'eau. C'est peut-être aussi d'ailleurs un parallèle à faire avec l'Atlantide. Et Sauron, il arrive à survivre? Il réchappe à la chute de Numénor, mais je crois qu'à partir de là, il peut plus prendre de forme. Il prend un coup dans le casque. Il prend un coup, il perd son pouvoir à se rendre beau en fait. Il peut plus tromper les gens en faisant penser que c'est quelqu'un de gentil. À partir de là, il perd son pouvoir d'illusion et il ne peut que apparaître comme une entité méchante. Sa survie, elle arrive au prix de ce pouvoir, en fait. Okay. Lorsque les Numénoréens vont arriver dans la Terre du Milieu, et ben du coup, ils vont fonder 2 grands royaumes. Alors, le royaume du Nord, le royaume qu'on appelle l'Arnor, et le royaume du Sud, le Gondor. Alors, une fois qu'on a ces 2 royaumes, eh bien, on va se concentrer uniquement sur le royaume d'Arnor, puisque les Dunedains sont les descendants des Numénoréens d'Arnor. À la fin du second âge, début du troisième âge, il va se passer quelque chose. Il va se passer le fait que les forces de Sauron vont redevenir puissantes dans la Terre du Milieu. Et ça va commencer d'abord par la chute du royaume d'Arnor, dans le nord du coup, qui correspond en fait à l'Eriador. Si vous regardez une carte de la Terre du Milieu, c'est toute la partie ouest du continent. Et les 3 royaumes qui fondaient la globalité de l'Arnor, l'Arthédain, le Rhudaur et le Cardolan, vont petit à petit disparaître les uns après les autres. Seulement, les Dunedains, dont Aragorn est le chef, sont les descendants des Numénoréens, qui sont les descendants des Édains, qui étaient donc les hommes, les 3 grandes familles qui ont tenu leurs promesses et qui ont combattu aux côtés des elfes et des nains contre Morgoth à la bataille de Nirnet, Arnoediad. Les Rhodeurs sont donc les descendants des Dunedains du Nord, qui étaient donc les rescapés des 3 grands royaumes d'Arnor qui ont disparu dans la première partie du troisième âge. Aragorn fait partie des Rhodeurs qui ont pris en charge pour les derniers, puisque ce sont les descendants de ces royaumes qui malheureusement ont disparu, eh bien ils ont pris en charge de garder les frontières de leur royaume. Si le royaume n'est plus, en tout cas ils essaient au maximum d'essayer de limiter l'influence du mal dans la région par exemple de la Comté. On va en trouver quelques-uns dans les frontières de la Comté, au sud de l'Evendim, à l'est du Pays de Bré, il va y avoir quelques Rhodeurs qui vont contrôler les grands passages comme le pont du Brandevin pour essayer de limiter, comme on le disait, l'arrivée des forces ennemies. Estelle, ça veut dire un truc peut-être? Non, moi ça me dit rien. E-S-T-E-L. Rien. Mais on l'appela alors Estelle, c'est-à-dire espoir, et son nom et ses origines véritables furent tenus secrets sur l'ordre d'Elrond, car les sages savaient désormais que l'ennemi cherchait à découvrir l'héritier d'Isildur s'il en restait un seul sur Terre. Ça, vous le trouverez dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Alors, en Sindarin, la langue des elfes gris, et de manière générale, en fait, la langue qui est parlée par les elfes qui sont restés en Terre du Milieu, ce nom lui fut donné par Gilren, sa mère, au sein même de la dernière maison simple demeure d'Elrond. Alors, je ne sais pas si vous voyez à peu près où se trouve la dernière demeure d'Elrond. On est toujours dans la carte d'Eriador. Si vous voyez, si vous regardez la carte d'Eriador que je vous ai donnée, il y a un endroit qui s'appelle Trouée des Trolls. Et la maison en question se trouve là. Et au sein même de cette Trouée des Trolls se trouve une vallée cachée, Fandval, ou alors fond de combe. Et donc c'est là que le jeune Aragorn va être caché, et caché du mal, notamment, qui peut le ronger. En fait, Elrond, il va avoir vraiment une dimension de père adoptif. C'est lui qui va le protéger, c'est lui qui va donner toute sa légitimité à Aragorn en tant qu'héritier d'Isildur. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, du coup, il va lui donner des objets lorsque Aragorn il devient adulte. Alors, on en a quand même cité quelques-uns durant cet enregistrement.
Il va lui donner plusieurs objets qui marquent son héritage. D'abord, l'anneau de Barahir, comme l'a dit Ben. L'anneau de Barahir, c'est un des bijoux qui atteste le fait que, transmis des chefs des rôdeurs du Nord aux héritiers du royaume d'Arnor et finalement de Gondor, et on remonte même jusqu'à Numénor, ça certifie sa lignée comme quoi il doit être roi. Il y a aussi autre chose. En Arnor, il y a un objet qui symbolise la royauté, c'est le sceptre d'Anuminas. Encore une fois, tout à l'heure, Ben a parlé d'Anuminas comme étant la capitale de l'Arnor. Les fragments de Narsil, on en a parlé juste avant aussi, hein. Et les Lendilmir. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, les Lendilmir. Non. C'est un médaillon, non? Oui, c'est en fait une sorte de joyau. Enfin, les Elendilmir, le joyau d'Elendil, c'est un second joyau en fait, parce que il avait été forgé par Valandil, donc le fils d'Isildur, après que celui-ci ait perdu le joyau à la bataille des Champs d'Iris. Donc la bataille des Champs d'Iris, je ne sais pas si dans le film, par exemple, c'est l'une des premières scènes de l'épisode de la première du de la scène d'exposition. La scène d'exposition, quand on regarde Isildur, quand il rentre, quand il refuse de détruire l'anneau unique avec Elrond, eh bien il passe par les Champs d'Iris et c'est là où il va rencontrer une embuscade et c'est là où il va mourir. Donc notamment il perd l'Elendilmir, on ne sait pas trop ce qu'il va en devenir, mais le premier en tout cas, et ensuite l'anneau va partir dans l'Anduin pour rejoindre ensuite le destin qu'on lui connaît. Voilà, la carte du Rhovanion, donc la région plutôt à l'est qu'on a étudiée notamment avec Jules tout à l'heure. Vous avez les Champs d'Iris qui bordent en fait l'Anduin d'un côté et de l'autre côté les monts brumeux. Alors là, c'est le deuxième surnom qu'on lui a donné. Il y en a un autre, c'est celui d'Elessar. Sauron l'appelle comme ceci, notamment devant la porte noire. Est-ce que vous connaissez peut-être ce nom? Non. Alors oui, mais alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, il est en double. C'est Elessar et puis ensuite c'est Elessar Telcontar. C'est son nom de règne. Ok. Alors, ce nom lui vient d'une pierre elfe traduite en Kenya. Du coup, la langue plutôt des elfes de Valinor, hein, quand ils vont revenir sur la Terre du Milieu, les Eldar notamment, ils vont en parler de cette langue, le Kenya, mais ça sera pas une langue qui sera parlée partout, parce que les elfes vont refuser, les elfes qui sont sur la Terre du Milieu, qui sont restés, vont refuser de la parler parce qu'il s'est passé quelque chose lorsque les Eldar sont partis de Valinor. C'est que, en fait, personne voulait qu'ils partent. Les Valar ne voulaient pas. Et du coup, ils sont partis d'eux-mêmes, les Eldar, et ils sont partis dans le port de l'une de leurs autres espèces. Les elfes, il y avait aussi on en a parlé tout à l'heure, les Teleri, qui étaient des elfes plutôt navigateurs, et les elfes Teleri n'ont pas voulu leur prêter les bateaux en question. Okay. Et donc du coup, l'un des rares conflits entre elfes et elfes, c'était un massacre d'elfes, c'était sur les quais d'Alcalondi, dans Valinor, et donc du coup, parce qu'ils ont massacré des elfes, leur langue n'est pas parlée par ces personnes-là. Ils vont refuser de parler cette langue et ça va être considéré le Kenya comme étant la langue des hauts elfes, en fait. Pas des elfes gris, des elfes des bois, etc. Alors, petit aparté, pardon, j'en suis désolé. Donc, Elessar veut dire pierre elfe. Elle prend la forme d'une broche d'argent. Galadriel, elle va donner cette broche à sa fille, qui s'appelle Celebrian, qui la donne ensuite à sa fille, Arwen, qui va ensuite l'offrir à Aragorn. Attendez 2 secondes. Arwen, c'est la petite fille de Galadriel. C'est la petite fille de Galadriel, oui. Parce que la fille de Galadriel s'est mariée avec Elrond, oui, qui lui-même est le frère de l'ancêtre d'Aragorn. Oui. Putain, il correct. Et Aragorn donne à Arwen quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle lui donne? Donc attends, si je fais un résumé, en gros, Aragorn va dans la forêt de Lorien, rencontre les deux et ils vont se promettre. En fait, il y a Arwen là, ils vont se promettre. Il y aura un petit moment en fait un peu de romance, peut-être à la teen movie, mais ça dure pas longtemps. Mais au moins en tout cas, ils se retrouvent dans les terres de Galadriel, près de Keras Galathon, et à Ciri Damroth, ils vont se promettre. Lui, il va lui donner quelque chose. Elle lui donne l'Elessar, elle lui donne la pierre. Donc elle lui donne la pierre. Lui, il va lui donner Barahir, l'anneau de Barahir. Ah. Et donc du coup, c'est vraiment là un échange assez intéressant par rapport au lignage. Bah oui, tout à fait. Ouais. On va terminer pour ce nom Elessar parce que du coup, il va s'appeler aussi Telcontar. Et Telcontar, c'est un autre nom en Kenya qui signifie grand pas. Ok. Et lors du couronnement d'Aragorn, il sera pas tout seul. Il y aura aussi Pipin. Et Pipin, ou Merry, un des deux, va l'appeler grand pas, en fait. Et il se trouve qu'il y a un autre haut dignitaire gondorien qui s'appelle le prince Imraïl, qui est le prince de Dolamroth, un des ports du Belfalas, qui va être presque offusqué parce que du coup, il lui a pas mal parlé, mais c'est quand même familier de l'appeler comme ceci.
Et sur un terme assez humoristique, Aragorn va décider de s'appeler comme ceci en fait. Il s'appelle Elessar Telcontar. Donc du coup, par rapport à la pierre elfe, mais la pierre elfe qui bouge, si vous voulez, par rapport au grand pied, au grand pas, à l'arpenteur. Donc je continue avec une des phrases en question qui est retrouvée dans le chapitre 8 du livre 5. Précisément car dans la langue haute de jadis, je suis Elessar, la pierre elfe, et Evignatar, le renouveleur. Alors, Evignatar en Kenya, ça veut dire plutôt le régénérateur. C'est un terme employé par Aragorn lui-même dans les maisons de guérison de Minas Tirith, après la bataille des champs de Pelennor. Donc je ne sais pas si vous vous situez un petit peu. Donc à la fin de la bataille de Pelennor, il va y avoir des blessés. Et notamment, pas que des gens inconnus, tels que des soldats gondoriens ou des Rohirrim. Il va y avoir notamment Faramir, et il va y avoir Éowyn. Et Wink. donc dans cet endroit spécial qu'on appelle les maisons de guérison, qui sont un endroit qui ne sont pas dans les films courts, mais dans les versions longues. On voit en question les maisons et on voit que Aragorn il va soigner Faramir, il va soigner Éowyn et notamment il va leur donner ce qu'on appelle la feuille de la télas, celle que Sam parle de, c'est de la mauvaise herbe. Alors que c'est le roi te touche, Dieu te guérit. Tout à fait, puisqu'on est toujours devant un auteur chrétien. Et comme ceci, il va les guérir grâce à cette pierre. Et donc, Evignatar, ce sera un autre nom qu'il aura. Je cite le passage. « Ils passèrent enfin dans les hauts cercles de la cité et suivirent, à la lumière du matin, le chemin des maisons de guérison. Et c'étaient de belles demeures construites à l'écart pour le soin des personnes gravement malades, mais elles devaient à présent accueillir et soigner les blessés et les mourants. » Donc on est juste après la bataille des champs de Pelennor. Autre nom qu'on lui donne, c'est Thorongil. Le mec, sa carte d'identité, elle est au format A3. Quoi. Ah, c'est... Alors Thorongil... Ça se termine jamais, c'est un parchemin qui fait 12 mètres, c'est le dernier. C'est la Torah, c'est le dernier. Thorongil, c'est un nom qui lui est donné par rapport au fait qu'il va secourir une fois qu'il est à un âge, en fait. Elrond le dit, un peu comme à la manière d'un chasseur, enfin d'un dresseur Pokémon, va. Tu as tellement de choses à voir. Et à partir de là, il va aller aider dans les hautes herbes. Orohan, le roi Tengel, qui est le père de Théoden. Ok. Il savait commander aux hommes, sur terre et sur mer, mais il s'évanouit un beau jour, dans l'ombre d'où il avait surgi, avant même que ne s'achevât le règne d'Ectélion. Donc on situe Ectélion. Ectélion, c'est le père de Denethor. Ouais. On est dans ce moment-là où, par exemple, quand dans les films, le peuple du Rohan fuit vers le gouffre de Helm, Éowyn a ce moment de partage avec Aragorn en disant mon père a dit que vous avez combattu avec son père, mais il a dû se tromper, c'est impossible. Vous devez au moins avoir 80 ans, sinon. Oui. Et en fait, il a 26 ans à l'époque et lui, il répond 87. Parce que il vient d'une longue lignée de Numénoriens ou sang qui est au sang pur, mais béni par les Valar. Et donc, du coup, il est dans sa prime jeunesse, il serait à peu près, allez, peut-être dans les 40 ans, 35 ans, quelque chose comme ceci. Et qui lui confie ceci entre 2 gorgées de ragoût qu'il ne boira pas. Et à partir de là, c'est à ce moment-là où il va partir et il va retrouver Arwen. Donc c'est un cheminement que j'ai pas fait chronologique, mais au fur et à mesure des noms que j'ai pu trouver par rapport à la phrase de tout à l'heure. Bien sûr. À partir de là, on s'aperçoit aussi que Aragorn, il a un destin qui est tout tracé et qui va être encouragé par Elrond lorsqu'il va lui amener Narsil reforgé qui s'appelle Anduril, ouais, la flamme de l'Ouest. Celle qui va lui permettre de faire tenir parole aux bandits, aux montagnards et autres assassins qui se cachent dans les montagnes parce que auparavant, il y a déjà quelques années, bien avant la naissance d'Aragorn, les hommes avaient refusé d'aider, certains hommes avaient refusé d'aider le roi du Gondor en question, je sais plus lequel qui les a maudits, c'était sans doute Isildur, à la pierre d'Erech, où ils avaient pourtant promis. Oui, c'est Isildur, oui. Qu'ils allaient venir. Oui. Et donc, si on termine un petit peu sur tout ça, c'est l'un des personnages, si ce n'est le personnage qui a le plus de surnoms, le plus de titres et le plus de presque de charisme. Après, il y a Gandalf quand même, parce que Gandalf a aussi pas mal de noms, et on s'aperçoit que, Gandalf, mais plus que ça, parce que Gandalf, il a vécu bon nombre de vies, comme il dit, une 60aine, je crois, qui foule cette terre. Pourtant, le temps me manque, et c'est dire à quel point il est passé à droite, à gauche. Il a plein de surnoms qu'on l'appelle Mithrandir, qu'on l'appelle Olorin, qu'on l'appelle Gandalf. Lui, c'est vraiment les particularités géographiques. Il y a 2 royaumes qui sont
presque à l'opposé de la carte. La seule chose qui les joindrait, c'est, comme on a dit tout à l'heure, Isengard, Orthanc. Et à partir de là, il va réunifier les deux pays. Et à partir de là, ça va devenir le roi du royaume unifié en question. Ouais. À partir de là, il va avoir des liens plus ou moins familiaux avec d'autres puissances. Par exemple, le prince Imraïl que j'ai cité tout à l'heure, Dol Amroth, va marier sa nièce à Éomer, qui est donc le fils de Théoden. Et ainsi, on va avoir du sang aussi un peu gondoréen dans les... Les princes de Dol Amroth, ils ont des gens dans toutes les familles importantes de la TDF. C'est les Quins, les Habsbourg de ils sont partout, les mecs. La mère de Faramir et de Boromir, c'est... Ah, elle est de là-bas aussi. Elle est de là-bas, ouais. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, le fait que tu as évoqué justement tout ce qu'a fait Aragorn, il y a un truc qui est hyper triste et pensez-y la prochaine fois que vous regardez La Communauté de l'Anneau, parce que ça donne encore plus de profondeur en fait à la scène. Aragorn, il se bat pour Ectelion à un moment, pour Ectelion, et il va se battre contre les corsaires d'Umbar. Oui. Et en fait, il est passé déjà à Minas Tirith dans sa jeunesse, et je crois qu'il a à peu près l'âge, à 1 ou 2 ans près, de Denethor. Je crois qu'il a l'âge de Denethor, et en fait, il a connu Boromir quand il était gamin, quand il était tout jeune enfant. Et c'est d'autant plus déchirant la scène de la mort de Boromir. T'as l'impression qu'ils ont presque le même âge. Alors qu'en fait, non, c'est. Parce que eux, ils ont eu leur sang, leur lignée qui a été un peu plus diluée, entre guillemets, donc ils vieillissent plus vite. Ah putain, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est clair. Il l'a connu enfant, en fait, il l'a connu un gosse qui. Ouais, pour lui, pour Aragorn, c'est comme s'il voyait un enfant mourir, en fait. Il l'a vu grandir, c'est hyper déchirant, ce passage. C'est d'autant plus. Enfin bref, et Denethor, il se méfie d'entrée de jeu en fait, même dans sa jeunesse, il se méfie d'Aragorn parce qu'il sait qui il est. Et il sait que c'est une menace pour son pouvoir, donc depuis le début, il est assez méfiant envers lui. Et voilà, je voulais juste. C'est dans la phrase en fait Boromir, il a vu Aragorn quand il était gamin. Boromir, oui. Faramir, je sais pas. Faramir et Boromir ont quelques années de différence, donc je sais pas si Faramir se souvient d'Aragorn. Mais je suis sûr que Boromir, lui, l'a vu et était suffisamment âgé pour s'en souvenir. Du coup, comment ça se fait que Boromir, il l'envoie autant chier Aragorn parce qu'il a été monté, du coup, il s'est fait monter la tête par son père. Il a surtout été influencé par son père, qui le voit comme une menace pour son pouvoir politique. Okay. Après, je pense aussi du fait que quand il va aider Tangle et quand c'est justement au moment où ça se recoupe, c'est-à-dire qu'il a tellement de faits d'armes, il a même été jusqu'à aller dans un des ports d'Umbar, incognito, pour aller là-bas et buter le chef des corsaires en question. Et c'est peut-être au chemin du retour, quand il est à Minas Tirith, que en fait après là il a presque eu envie finalement de repartir, pas en exil, mais presque. Il fait un raid sur Umbar, il tue le chef des pirates en combat singulier, il fout le feu à la flotte, enfin Tchad ultime quoi, c'est vraiment. Et il revient avec tous ses trophées et tout. Donc forcément, Denethor à côté, il reste assis sur son cul là, dans son palais, il a l'air d'un branleur forcément. Donc il a un peu le seum, je pense. Mais Aragorn, c'est un truc de ouf. Son histoire, il est allé partout. Le mec, il a voyagé partout quoi. C'est d'ailleurs ce qui n'est pas dit dans les films, c'est que pendant que tu as à la fois Frodon et Sam qui s'occupent de l'anneau, mais que en même temps, dans le nord, tu as Gandalf, pas Gandalf. Théoden qui arrive avec les cavaliers, lui il passe par une autre route, c'est celle qui est dite. Et en fait on voit qu'une fois qu'il a fait tenir promesse par rapport quand il est parti dans la montagne des morts et que du coup il sort, dans la version longue il y a les bateaux d'Angmar, c'est là où en fait Gimli, il y a le gars avec la flèche, il bute Peter Jackson grimé en corsaire. Et ben en fait, et ensuite on estime que dans le film en question ils prennent le bateau avec les morts, ils évoquent jusqu'à au port. Il remonte le fleuve de Minas Tirith. Mais en fait, gros chat qu'il est, il reprend tous les ports, les anciens ports numéro 1, que ce soit Dol Amroth, que ce soit Pélargir. Et en fait, il défonce. Mais genre, il les reprend tous, genre, il a le temps de tous les reprendre. Et en fait, Sauron qui attend les renforts des corsaires qui viennent de tous les ports des numéros 1 qui ont été pris, et ben du coup, ça sert plus à rien. Alors, c'est d'autant plus impressionnant dans le bouquin que l'armée des fantômes, là, des morts, des spectres, en fait, il s'en sert juste pour reprendre Pelargir.
Et Ouais. après, il les dismiss, quoi. Il leur dit, bah, c'est bon, votre mission est accomplie dans les bouquins. Et il largue les fantômes à cet endroit-là. Et en fait, toute la reconquête qu'il fait des ports le long de l'Anduin, il le fait avec des soldats vivants. Avec ouais, une ça a armée beaucoup plus qu'il a d'impact, du coup. récupérée venue du sud, en fait, des régions justement du sud du Gondor, Il du fédère Belfalas, vraiment de des gens, l'Anse-Phalas, ainsi de suite, du quoi. Pinafgalin et ainsi de suite. Et il remonte pour ratiboiser en fait la gueule des... Il prend tous les hommes qui sont fidèles en fait à lui, et puis derrière, toujours parce qu'il y a son père qui le carry, enfin son père adoptif, Elrond, il fait dépêcher toutes les connaissances d'Aragorn sur les rôdeurs dont il fait partie, dont une des missions qu'avait donné Elrond, c'était de protéger la comté. Avec Gandalf, il s'était peut-être dit que déjà il y avait quelque chose. Peut-être que l'anneau, il était par là, en tout cas. Donc, il y avait plusieurs rôdeurs, et les rôdeurs en question, ils vont venir avec lui. Ils vont former une compagnie avant la communauté, La compagnie grise. qui est la compagnie grise. Ah, oui. Et donc, du putain, coup, énorme. ils vont descendre de Foncombe jusqu'ils traversent les régions, ils traversent les Nedways, ils vont même jusqu'à Orthanc, etc. hein. D'ailleurs, Et parmi la compagnie grise, il y a les deux fils jumeaux de Elrond, Oui, il y a Eladan et Elrohir. dont on Ok. ne parle pas, qui n'existent pas dans l'adaptation, mais Elrond, en plus d'avoir Arwen, il a deux fils jumeaux Ok, d'accord. qui font partie de la compagnie La grise. compagnie grise. Ok. Et ils ont comme emblème l'étoile du Nord. Et toujours l'étoile en question, c'est l'héritage d'Elendil. Donc c'est un petit peu à partir du moment où il se détache des Rohirrim pour passer au travers de la montagne, il est accompagné par la compagnie grise. Faut voir ça un peu comme Ah, une oui. espèce de garde rapproché en fait, de garde du corps. Ouais, en fait, il est jamais vraiment tout seul, quoi. Non, Dans le film, il est souvent, ils sont je souvent vais être tous à trois, parfaitement honnête, j'ai pas fini le 3e tome, mais j'ai lu énormément dessus et c'est trop bien, c'est trop intéressant. Bref, Ok. faut le lire. Et je pense qu'on pourrait faire une trilogie de spécial Seigneur des Anneaux. Hein. Mais de ouf. Ouais, parce que là, Il y, honnêtement, a tellement de choses à dire. J'aimerais tellement aussi parler, par exemple, de la traîtrise du clan de dans le pays de Dune qui est censé accueillir la compagnie grise et qui malheureusement Ah bah ça tu vois, je m'en souviens pas du tout. les trahit uh-huh. au profit de Saruman, par exemple. Il y a Ok. des choses comme ça qui relatent en fait tout cet aspect des rôdeurs qui presque c'est comme si les elfes ils cédaient à l'appel, tu sais, pour quand ils partent en mer pour rejoindre Valinor. Bah là t'as vraiment un appel de tous les Dunedains, donc les hommes qui ont réussi à survivre à la chute de l'Arthédan, du Cardolan, de l'Arnor de manière générale, vont partir pour rejoindre Aragorn et ça va être sa première force Ouais, armée à de lui, frappe quoi. armée avant de pouvoir conquérir les autres petites villes gondoriennes jusqu'à Minas Tirith finalement. Où la surprise, c'est à la fois de voir Aragorn venir de ce côté-là et de voir les Rohirrim qui vont passer eux de l'autre côté. Ouais. Et c'est Parmi en les- étau, les- quoi. les- Ouais, ils sont des faits en statuettes, étau, ouais, ils se font flanquer de ouais. ouf. Ok, putain, d'accord. Waouh, bah merci Raph. plaisir. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.